soir, la case du siècle retrace l'histoire du féminisme. Revivez l'épopée de ces femmes visionnaires et déterminées qui, dès la Révolution française, se sont battues pour le droit de vote, le droit à l'éducation ou encore l'égalité dans le mariage. Certaines sont devenues des icônes, d'autres se sont battues dans l'ombre. Tout de suite, Simone, Louise, Olympe et les autres, la grande histoire des féministes. Première partie, Les pionnières, un film de Mathilde Damoiselle. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Serons nous pas esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. On croit toujours que c'est gagné. L'égalité entre les hommes et les femmes. Le droit de vote pour toutes. La contraception. Le droit d'avorter et de librement disposer de son corps. On croit trop souvent que les femmes n'ont plus de combat à mener. On a un peu oublié qu'aux femmes, rien n'est jamais acquis. Et que les féministes ont toujours leur mot à dire. Les féministes, ce sont celles qui ont toujours voulu pour les femmes les mêmes droits, les mêmes libertés, les mêmes opportunités que les hommes. En 1791, Olympe de Gouges exigeait la citoyenneté. En 1970, les filles du MLF libéraient les corps. 2 siècles les séparent. 2 siècles riches des luttes de ces femmes audacieuses, tenaces, visionnaires. Des féministes qui ont bouleversé leur destin pour transformer la condition des femmes. De toutes les femmes. Pour changer la vie, nos vies, leur histoire a été oubliée. Écoutons-les. La Révolution française a ouvert une nouvelle ère, inédite dans l'histoire. Il n'y aura plus de privilèges, plus de pouvoir absolu d'un roi de droit divin sur un peuple soumis. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, telle est sa promesse. Vaudra-t-elle pour les femmes ? Elles seront quelques-unes à poser cette question obstinément tout au long de ce siècle révolutionnaire qui s'annonce. La révolution libérera-t-elle les femmes? La première d'entre toutes, Olympe de Gouges, veut le croire. Homme, es-tu capable d'être juste? Dis-moi, qui t'a donné le droit d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Olympe de Gouges a cru aux promesses de la Révolution. Elle sait bien tout ce que les femmes ont à y gagner. La France de l'Ancien Régime saluait la beauté et les charmes du sexe faible. Quelques-unes, aristocrates ou courtisanes, pouvaient bien conseiller les princes ou tenir salon. Les femmes demeuraient dominées, enfermées. Le mariage ou le couvent, reproduire ou servir, tel était leur unique horizon. Les femmes n'avaient aucun droit. On les disait de nature fragile et émotive, inférieures physiquement et intellectuellement, forcément soumises. Femme,
Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de vous en affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. De la volonté et de l'audace, Olympe de Gouges en a eu plus que tout autre. Quel destin que celui de cette fille du peuple, enfant illégitime, sans héritage ni éducation, mariée à 16 ans et veuve à 18. Seule, elle a appris à lire et à écrire. Au mépris des barrières sociales, elle s'est imposée dans les salons des philosophes. C'est une femme des Lumières, une humaniste qui s'engage contre l'esclavage. Comment ne pas faire le parallèle ? Comme l'esclave est la propriété de son maître, la femme appartient à son père et à son mari. Ce qu'elle a gagné par elle-même, elle le veut pour toutes. La Révolution fait des Français des hommes libres. Olympe de Gouges ose rappeler que les femmes aussi aspirent à la liberté. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Elle s'empare de la Déclaration des droits de l'homme, le texte fondateur de la Révolution, et elle le subvertit. Déclinant chacun de ces articles au féminin, Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est un plaidoyer pour une véritable égalité de tous, hommes et femmes, devant la loi comme au sein de la famille. Une égalité qui ferait des femmes de pleines citoyennes, dotées des mêmes droits et des mêmes devoirs que les hommes. C'est le premier manifeste féministe, même si le terme reste à inventer. La Révolution a libéré les femmes. Elle les a émancipées de la tutelle des pères et des maris. En 1792, le droit au divorce est proclamé. Mais le droit de participer pleinement à la vie politique leur est refusé. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Les espoirs d'Olympe de Gouges ne durent pas. Les femmes ne seront pas des citoyennes. Sa déclaration est ignorée. Le 3 novembre 1793, Olympe de Gouges paraît devant le tribunal révolutionnaire. Dans ses pamphlets, elle a dénoncé la terreur et les crimes de Maximilien de Robespierre. Ces mots la condamnent. Elle est guillotinée le jour même. Elle n'a que 45 ans. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Qui entendra l'appel de la citoyenne de Gouges ? « 40 ans plus tard, en 1833, une femme lui répond « En quête de liberté ». Seule à bord d'un voilier, elle traverse l'Atlantique, elle part au bout du monde, au Pérou, en fuite d'un mari violent contre qui elle n'a aucun droit. Cette femme se nomme Flora Tristan. J'appris tout ce qu'est condamné à souffrir la femme séparée de son mari au milieu d'une société qui a aboli le divorce et rendu presque impossible la séparation de corps. Elle n'est plus qu'une malheureuse paria. Les femmes ont tant perdu après la Révolution. Flora Tristan en paie le prix. Le droit au divorce
poison révolutionnaire a été aboli dès 1816 par la monarchie restaurée. Le Code civil, élaboré par Napoléon Ier, régit désormais et pour les siècles à venir la vie des Français et des Françaises. Il consacre l'infériorité des femmes. Il fait d'elles d'éternelles mineures. Les universités et les lycées leur sont interdits. Elles ne peuvent signer un contrat, toucher elles-mêmes leur salaire ou même voyager sans autorisation. Le devoir conjugal est une obligation légale, tout comme l'obéissance au mari. En s'embarquant ainsi, seule, sans protecteur, Flora Tristan brise tous les interdits posés aux femmes de son temps. Le récit de son voyage au Pérou, ses pérégrinations d'une paria, est le manifeste d'une femme engagée, d'une femme libre, au risque de sa vie. Son mari n'a jamais admis son départ. À son retour à Paris, il la retrouve, résolu à la tuer. Blessée d'une balle à la poitrine, Flora Tristan survit, plus déterminée que jamais. Pourquoi une femme resterait-elle liée à un homme qui a sur elle droit de vie et de mort? C'est ainsi que le rétablissement du divorce devient son premier engagement public féministe. Un long combat pour les femmes, il ne sera gagné qu'un demi-siècle plus tard. Ce n'est pas sur moi personnellement que j'ai voulu attirer l'attention, mais bien sur toutes les femmes. Flora a gagné. Son mari emprisonné, elle est enfin libre, officiellement séparée. Plus rien ne l'entrave. Elle voyage, témoigne, écrit sans cesse. Ce ne sont pas des affaires de femmes, mais elle ne fera plus autre chose. Proche des premiers socialistes, elle s'inquiète du sort des plus faibles de son temps, ceux qui ne possèdent rien d'autre que leur force de travail, les prolétaires, la classe la plus nombreuse et la plus pauvre de France. Elle enquête dans tout le pays. À Nîmes, elle est auprès des blanchisseuses. Voilà de nombreuses femmes condamnées pour gagner du pain à des maladies de matrice, à des rhumatismes aigus, à des grossesses pénibles, à des avortements. S'est-il jamais connu dans le pays le plus barbare une atrocité plus révoltante que celle qui se commet envers ces pauvres blanchisseuses? Au sein des foyers ouvriers qu'elle visite, elle entend les femmes. À la fois exploitées dans les usines et dominées par leurs époux, doublement soumises. L'être le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire même. Flora Tristan est l'une des premières à en prendre conscience. Jamais il n'y aura de progrès, jamais il n'y aura de justice sociale véritable si l'on n'émancipe pas les femmes. C'est un message pionnier du féminisme. Ouvriers, en 1791, vos pères ont proclamé l'immortelle Déclaration des droits de l'homme. Et c'est à elle que vous devez d'être aujourd'hui des hommes libres et égaux en droit devant la loi. À votre tour, affranchissez les dernières esclaves qui restent encore dans la société française. Proclamez les droits de la femme. Partout, Flora Tristan défend l'émancipation des femmes. C'est un sacerdoce. Elle meurt d'épuisement sur sa route en 1844. Elle n'a que 41 ans. Mais son message résonne. D'autres femmes poursuivront son combat pour leurs droits, pour la liberté, l'égalité, la citoyenneté.
Elles sont nombreuses sur les barricades de février 1848. Une nouvelle révolution a éclaté. Elle renverse la monarchie et proclame la République, la seconde, démocratique et sociale. Cette fois, la révolution sera-t-elle l'affaire des femmes? Tous les espoirs sont permis. La Voix des femmes, premier numéro, 20 mars 1848. Une grande révolution vient de s'accomplir. Il n'est plus permis aux hommes de dire « l'humanité c'est nous ». Avec la servitude du travail, doit cesser la servitude des femmes. Que la nouvelle République libère les femmes en même temps qu'elle accorde des droits aux travailleurs, c'est cela, le message des femmes de 1848. C'est l'effervescence. Elles se retrouvent dans des clubs et des journaux, comme La Voix des femmes, que dirige la socialiste Eugénie Niboyet. Sa route avait croisé celle de Flora Tristan. Nul doute qu'elle se serait retrouvée dans cette révolution. Les citoyennes supplient le gouvernement provisoire de la République de rendre immédiatement un décret qui consacre, en principe, la reconnaissance absolue des droits civiques de la femme. Et la voix d'Olympe de Gouges résonne. À leur tour, les femmes de 1848 veulent être citoyennes, participer à la vie politique, prendre leur destin en main. Et pour cela, elles exigent le droit de vote. La Nouvelle République a proclamé le suffrage universel. Pourquoi en serait-elle exclue? Une femme pourrait porter leur voix. George Sand, l'écrivain célèbre qui s'habille en homme. Celle dont les livres racontent que le mariage est une prison pour les femmes et qui prône l'union libre. George Sand, l'intellectuelle influente qui soutient la République et qui conseille le pouvoir. Acceptera-t-elle de représenter les femmes de 1848? Vous vous amusez à des enfantillages. Quel bizarre caprice vous pousse aux luttes parlementaires, vous qui ne pouvez pas seulement y apporter l'exercice de votre indépendance personnelle. La réponse de George Sand est cinglante. Sa liberté, elle l'a conquise, seule, par son talent. Que chaque femme commence d'abord par s'éduquer pour s'émanciper avant de prétendre voter. Telle est sa conviction. Tout au long du siècle à venir, les adversaires du suffrage des femmes ne diront pas autre chose. Les femmes de 1848 ne voteront pas. Dans la presse, elles sont ridiculisées. Alors qu'elles ne demandent que l'égalité des droits, elles sont caricaturées en Amazones qui convoitent la place des hommes. C'est une constante dans l'histoire des femmes. Une fois encore, les espoirs des femmes sont balayés. Elles sont renvoyées à leur rôle traditionnel de mère, épouse, amante. Et la valse des régimes n'y change rien. Le Second Empire de Napoléon III a renversé la République, enterrant les acquis de la Révolution. Derrière les nouvelles façades que bâtit le baron Haussmann à Paris, une nouvelle bourgeoisie prospère, respectueuse de l'ordre, de la famille, de l'Église. La mode est aux crinolines qui en pèsent les femmes, au luxe qui s'affiche dans les nouveaux grands magasins et dans les cabarets. L'ordre moral s'accommode des plaisirs. Le Paris impérial est la capitale de la prostitution.
Les courtisanes règnent sur le demi-monde. Mais dans les quartiers populaires, ce sont les ouvrières, peu qualifiées, payées à la pièce, qui vendent leur corps pour subsister. Est-ce qu'il n'y a pas des marchés où l'on vend dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple, tandis que les filles des riches sont vendues pour leur dot? L'une, la prend qui veut. L'autre, on la donne à qui veut. La prostitution est la même. Depuis sa petite école de la butte Montmartre, l'institutrice Louise Michel est témoin de la condition des femmes sous le Second Empire. Et elle enrage. Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être trompées. C'est cela qu'on veut. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Louise Michel, c'est tout ce qu'elle doit à sa mère, Marie-Anne, une simple servante qui l'a toujours encouragée à lire, à étudier, à découvrir. Se marier n'a jamais été son horizon. Louise Michel veut transmettre ce que sa mère lui a donné. Enseigner aux filles, c'est cela, son engagement féministe. Quelques progrès sont réalisés sous le Second Empire. Les filles ont désormais accès à l'école primaire et au secondaire. Quelques-unes passent même le baccalauréat. Mais à la plupart, on ne dispense que des cours de lecture, de couture ou de morale chrétienne. Louise Michel, elle, est subversive. Pour les filles, elle veut les mêmes cours que les garçons. Mathématiques, sciences et même éducation sexuelle. Chaque matin, elle leur fait chanter la Marseillaise, interdite sous le Second Empire. Les femmes ne doivent pas séparer leur cause de celle de l'humanité, mais faire partie militante de la grande armée révolutionnaire. Louise Michel est une anarchiste. Pour elle, ce n'est que la révolution qui émancipera les femmes et les hommes en créant une société nouvelle, égalitaire, sans domination des uns sur les autres. Oui, barbare je suis. J'aime le canon, l'odeur de la poudre, la mitraille dans l'air. Mais je suis surtout éprise de révolution. Louise Michel l'aura, sa révolution. Le Second Empire s'est effondré dans la guerre contre la Prusse. Une troisième république a été proclamée, mais Paris, assiégé, affamé, se soulève une nouvelle fois. La Commune de Paris est proclamée le 18 mars 1871. Durant quelques semaines, la capitale invente une expérience révolutionnaire inédite. Louise Michel est en première ligne, sur les barricades et dans son école, où elle organise une cantine gratuite. La légende de la Vierge Rouge de Montmartre s'écrit. Louise Michel a rejoint l'Union des femmes pour la défense de Paris. Au cœur de l'insurrection, les femmes réclament leur propre révolution féministe. Le droit de porter une arme et l'égalité des salaires. Des crèches et des aides pour les mères célibataires. La réforme de l'éducation des filles. Cette fois, la révolution saura-t-elle entendre les femmes ? Et bien que certaines reprochent aux leaders de la Commune de ne pas en faire assez, elles obtiennent des victoires. La prostitution est abolie, l'union libre est reconnue, la femme ne sera plus la propriété de l'homme. Nous sommes pas mal de révoltés. Prenons tout simplement notre place à la lutte sans la demander.
Il ne faudra qu'une semaine de mai, une semaine sanglante, pour que la Troisième République conservatrice mate la rébellion parisienne. C'est un massacre. 20 000 hommes, femmes et enfants sont tués à Paris. Et comme toujours, comme après chaque révolution, les espoirs des femmes s'effondrent. Louise et ses camarades se sont battus, les armes à la main, jusqu'au bout. À leur procès, on les traite de pétroleuses, d'institutrices déclassées, de laiderons furibonds. À 41 ans, Louise Michel est déportée en Nouvelle-Calédonie comme plus de 5000 communards. En exil comme à son retour en France, elle ne cessera jamais de s'engager pour les plus faibles. La flamme intacte jusqu'à sa mort, en 1905. Gare pour le vieux monde le jour où les femmes diront « c'est assez comme cela ». Elle ne lâche pas, elle. En elle s'est réfugiée la force. Gare aux femmes. Le temps des révolutions est passé. La Commune aura été la dernière. Sur ses cendres, la Troisième République s'installe pour durer. Bientôt, elle garantit la liberté de la presse, le droit de grève et de réunion. La France est apaisée et renoue avec la démocratie, mais les femmes, toujours et encore, en sont exclues. Éternelles mineures selon le Code civil, toujours interdites de divorce, empêchées d'étudier ou de faire carrière. Elles demeurent sous la tutelle de leur père ou de leur mari, citoyennes de seconde zone. Nous comptons moins que rien dans l'État. L'homme qui joint le plus de sottises au plus d'ignorance compte plus en France que la femme la plus instruite. Il peut nommer ses législateurs, la femme ne le peut pas. Elle est un être à part, qui naît avec beaucoup de devoirs et pas de droits. Gare aux femmes, prédisait Louise Michel. Les féministes montent à l'assaut de la République. Hubertine Auclair est la première d'entre toutes à revendiquer ce terme pour elle-même. Féministe. Le mot a été inventé par un écrivain, Alexandre Dumas fils. Et féministe, celle qui pour les femmes exige les mêmes droits que les hommes. Tous les droits. Hubertine Auclair est une enfant de la Révolution, née en 1848 dans une famille de républicains convaincus. Elle y fait très tôt l'expérience de la solidarité entre femmes. Dans leur ferme de l'Allier, sa mère défie les convenances et accueille celles que tous condamnent. Les mères célibataires, les filles-mères comme on dit, souvent forcées d'abandonner leurs enfants. L'assistance publique recueille alors plus de 15 000 nouveau-nés par an. Ma mère développa en moi le germe de la rébellion et de l'indépendance. La brutalité de l'homme envers la femme, dont mon enfance avait été épouvantée, m'a de bonne heure déterminée à revendiquer pour mon sexe l'indépendance et la considération. C'est à Paris qu'elle devient féministe. Elle a rejoint un journal, Le Droit des femmes, que dirigent deux journalistes républicains et francs-maçons, Léon Richer et Maria de Rème. Auprès d'eux, Hubertine se forme. Mais bientôt, ses parrains et marraines en féminisme la déçoivent.
Léon Richer et Maria de Rême sont réformistes. Ils défendent l'éducation et le travail des femmes, mais ils ne croient pas encore au suffrage féminin. Comme George Sand dans son temps, ils jugent les Françaises trop soumises, trop ignorantes, trop conservatrices pour voter. Argument inacceptable pour Hubertine Auclert. Elle est décidée à écrire une nouvelle page de l'histoire des femmes. Le féminisme qu'elle revendique est un féminisme intégral. Pour les femmes, elle demande le droit absolu, ici et maintenant. Les droits civils, comme l'éducation, l'égalité dans le mariage et le divorce, mais aussi et surtout les droits politiques. À ses yeux, le droit de vote est la clé de voûte de tous les autres. Il y a trop longtemps qu'on fait espérer aux femmes une condition sociale égale à celle de l'homme. Comptons donc sur nous-mêmes pour nous affranchir. N'abandonnons pas nos revendications. Un jour, elle annonce par voie de presse qu'elle ne paiera plus ses impôts tant que les femmes ne voteront pas. Avec sa Ligue pour le suffrage des femmes, elle manifeste en 1885, place de la Bastille. Pour la première fois, la cause féministe et uniquement féministe descend dans la rue. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie et crient au coup d'État féminin. C'est une vieille rengaine. Quand les unes disent égalité, certains ne veulent entendre que guerre des sexes. Hubertine Auclert est sur tous les fronts. Dans sa ligne de mire, le Code civil, qui fait toujours des femmes des mineurs et leur impose d'obéir à leur mari. Rapport de police. Mademoiselle Hubertine Auclert a prononcé dans la salle des mariages les paroles suivantes. Citoyens et citoyennes, ce que vous venez de jurer n'a pas le sens commun. La femme étant l'égale de l'homme ne lui doit pas obéissance. Je vous félicite cependant de ne pas aller à l'église, c'est de l'intelligence de votre part. Invitée au repas, la demoiselle Auclert a accepté. Pour se faire entendre, Hubertine Auclert n'hésite pas à interrompre des cérémonies de mariage. Elle a compris toute l'attention que ces coups d'éclat lui valent. Sans appareil ni parti, elle impose la cause des femmes dans le débat public. Les féministes ont pris la parole, elles ne la lâcheront plus. Ni électrices ni éligibles, il leur faut pourtant l'entremise d'un homme pour changer les lois qui les affectent. Pendant 10 ans, le député Alfred Naquet s'est ainsi acharné à faire rétablir le droit au divorce, interdit en France depuis 1816. Les débats ont été violents, opposant conservateurs catholiques et laïcs libéraux. La partie est gagnée en 1884. La loi est imparfaite, elle ne reconnaît que le divorce pour faute. Mais elle libère enfin les femmes des mariages imposés et des unions malheureuses. La France connaît sa belle époque et le féminisme, un âge d'or. Les Françaises ne sont pas seules. Américaines, anglaises, allemandes, italiennes, les femmes partout réclament leurs droits civils et politiques. Elles se retrouvent lors de grands congrès internationaux. En 1896, le rendez-vous est à Paris. L'événement fait suffisamment de bruit pour que Le Figaro y envoie une journaliste, Marguerite Durand. Elle est sommée de ramener un papier ironique.
Ce fut avec l'espoir de m'amuser beaucoup des plaisanteries de ces messieurs et de l'émoi des bonnes dames qui devaient en être l'objet que je me dirigeais vers le Congrès féministe international. J'en revins dans des dispositions très différentes. Marguerite Durand ne sait alors pas grand-chose du féminisme. À 32 ans, cette ancienne comédienne vient de divorcer et élève seule son fils. Elle connaît le tout Paris, politique et intellectuel. Être une femme, croit-elle, ne l'entrave pas. Le congrès féministe la transforme. Elle prend conscience que ce n'est qu'ensemble, collectivement, que les femmes pourront briser les obstacles qui les empêchent de s'épanouir pleinement. De choisir leur vie, quelle que soit leur fortune. Elle est convaincue qu'un mouvement irrépressible est en cours. Elle en sera. Quelques mois plus tard, des affiches sont placardées dans tout Paris. Marguerite Durand lance La Fronde, le tout premier quotidien féministe. Les femmes forment en France la majorité de la population. Les femmes paient les impôts qu'elles ne votent pas, contribuent par leur travail manuel ou intellectuel à la richesse nationale et prétendent avoir le droit de donner officiellement leur avis. La Fronde, journal féminin et féministe, sera l'écho fidèle de leurs approbations, de leurs critiques, de leurs justes revendications. Rédaction, reportage, secrétariat, impression. Le journal est entièrement fabriqué par des femmes. C'est une première. Ce n'est qu'ainsi que la Fronde portera sans filtre la voix des femmes. Si un seul homme eût fait partie de la maison, même dans l'administration, on eût dit que le journal était fait par des hommes. Marguerite Durand a compris que le féminisme pouvait changer la société tout entière. Le travail des femmes est au cœur de ses préoccupations. Les femmes représentent plus du tiers de la population active, mais elles sont toujours payées moitié moins que les hommes. Une injustice qu'on leur reproche. Elles seraient responsables de la baisse des salaires. Marguerite Durand, elle, n'emploie que des femmes typographes pour composer son journal. Contre l'avis du puissant syndicat du livre, elle les paye autant que des hommes et les aide à créer leur propre union pour se défendre. Avec ses 50 000 exemplaires quotidiens, La Fronde pèse dans le débat. Le journal est ainsi aux côtés de Jeanne Chauvin en 1900, quand elle gagne le droit de s'inscrire au barreau de Paris, devenant la première avocate française. Défendre l'accès des femmes à l'instruction et à toutes les professions, c'est le grand cheval de bataille de La Fronde. Journalisme, droit, beaux-arts, enseignement. Progressivement, quelques bastions masculins s'entr'ouvrent aux femmes. Mais qui va garder les enfants ? Face à ces ambitions féminines, les anti-féministes se déchaînent, au cinéma comme dans la presse. Leur virilité serait-elle menacée ? C'est un combat quotidien que les femmes doivent mener pour forcer les portes fermées, pour s'imposer partout où on les refuse. À chaque fois, La Fronde s'engage à leur côté. Le journal s'empare ainsi en 1902 du cas d'une étudiante en médecine. Madeleine Pelletier. Elle s'est vue interdire le concours de l'internat en psychiatrie. L'argument est spécieux. Il faut être légalement majeur pour se présenter, or une femme demeure, selon le Code civil, une éternelle mineure. Nous joignons nos protestations à celles de mademoiselle Madeleine Pelletier, car sa cause est celle de toutes les femmes.
Avec le soutien de la Fronde, Madeleine Pelletier obtient gain de cause. Elle passera le concours de l'internat. Elle a déjà surmonté tant d'obstacles. Née dans une famille pauvre de maraîchers, elle s'est éduquée seule, passant le baccalauréat en candidate libre, acharnée à étudier pour forcer son destin. J'ai toujours été féministe, du moins depuis que j'ai l'âge de comprendre. Tout enfant, les dictons sur la moindre valeur des femmes qui revenaient chaque jour dans les conversations me choquaient profondément. Lorsque dans mon ambition puérile, la tête farcie de récits d'histoire de France, je disais que je voulais être un grand général, ma mère me rabrouait d'un ton sec. Les femmes ne sont pas militaires, elles ne sont rien du tout. Elles se marient, font la cuisine et élèvent leurs enfants. Madeleine Pelletier échoue finalement à terminer ses études de psychiatrie, mais elle s'installe comme médecin généraliste à Paris. Elles ne sont alors que 87 femmes à exercer dans toute la France. Elle peine à se faire une clientèle. Elle vit de garde de nuit et soigne les prostituées. Existence âpre et solitaire qui fonde ses réflexions. Elle adhère au socialisme, se passionne pour la franc-maçonnerie et son idéal de justice sociale, mais le féminisme est toute sa vie. Un féminisme d'avant-garde, impatient, radical. Mon costume dit à l'homme « Je suis ton égal ». Eh oui, j'aime à extérioriser mes idées. Ce sont les porteurs de cheveux courts et de faux cols qui ont toutes les libertés. Eh bien, je porte moi aussi cheveux courts et faux cols à la face des sots et des méchants, bravant les injures du voyou de la rue et de la femme esclave en tablier de cuisine. Je porte ces marques extérieures de la liberté afin qu'elles disent, qu'elles proclament que je veux la liberté. Madeleine s'habille d'un costume d'homme au mépris de la loi qui exige des femmes de solliciter une autorisation pour porter le pantalon. Elle rejette la mode qui contraint les corps au corset, au décolleté, au jupon. Madeleine Pelletier refuse tout ce que la société impose aux femmes. Un demi-siècle avant Simone de Beauvoir, elle est la première à poser la question du genre. Non, la nature féminine n'existe pas. L'éternel féminin est un mythe. Il n'y a pas une seule façon d'être femme, déterminée par la nature. Ce sont les sociétés, à chaque époque, qui dictent leurs normes aux femmes et les façonnent. À elles de lutter pour s'en libérer. Madeleine Pelletier rêve d'une société qui abolirait les différences entre les femmes et les hommes, d'une égalité absolue, de la fin du mariage, d'une liberté sexuelle sans entrave. Je suis pour que tout, lumière, pouvoir, bien-être, soit accessible à tous et que le plus digne soit à la plus haute place. Je n'ai pas l'air d'une asservie, comme les autres femmes. Évidemment, je suis née plusieurs siècles trop tôt. Madeleine Pelletier se sent en marge par rapport aux féministes de son temps. Elle les juge trop conciliantes, appliquées à gagner légalement quelques droits. Les progrès du féminisme sont lents, très lents. Les revendications des femmes de 1789 sont en tout point semblables à celles des femmes de nos jours. En revanche, Hubertine Auclair lui plaît. La féministe intégrale a 60 ans et n'a rien perdu de sa superbe, déterminée plus que jamais à conquérir le premier des droits, le droit de vote. Madeleine Pelletier et Hubertine Auclair sont fascinées par les suffragettes britanniques qui, elles aussi, réclament haut et fort le droit de vote. Les suffragettes sont nombreuses, disciplinées, totalement engagées, spectaculaires.
Elle revendique la violence, si elle l'estime nécessaire, brave les arrestations et la prison, et s'inflige de longues grèves de la faim. Quiconque est vraiment digne de la liberté n'attend pas qu'on la lui donne. Il la prend. Que les féministes françaises paraissent timorées en comparaison, Madeleine Pelletier et Hubertine Auclert n'en peuvent plus d'attendre. Elles passent à l'action aux élections de 1908. Fortes d'une petite armée de 50 militantes, elles partent à l'assaut des bureaux de vote. Hubertine renverse une urne électorale. Madeleine brise une fenêtre d'un jet de pavé. Elles sont arrêtées, mais peu leur importe. On les entend. Le mouvement prend de l'ampleur. Madeleine Pelletier a convaincu le Parti socialiste dont elle est membre de présenter en toute illégalité des femmes aux élections municipales de 1910. Depuis que la Fronde a fait faillite, Marguerite Durand s'est engagée dans la cause. Accompagnée de sa lionne domestique, elle est candidate. C'est un succès. Elles sont nombreuses à remporter des voix. À la Chambre, des députés se prononcent en faveur du droit de vote des femmes. Elles y sont. Presque. La Grande Guerre va tout arrêter. Face à l'Allemagne, l'heure est à l'union sacrée. La cause des femmes s'efface. Madeleine Pelletier, indifférente à la fièvre patriotique, enrage. Tous collaborent. Et chez les féministes, les revendications cèdent à un verbiage nationaliste. Les femmes sont sommées de prendre leur part au sacrifice national. En masse, elles sont appelées à remplacer les mobilisés. 3,5 millions d'hommes sont partis au front. Dans les usines d'armement, les munitionnettes sont mises à l'honneur. Chez Citroën, une crèche est même ouverte. Des munitions et des bébés, voilà l'effort de guerre que l'on attend des femmes à l'arrière. Madeleine Pelletier s'est portée volontaire comme médecin militaire, mais elle a été refoulée. Au front, les héroïnes du moment, ce sont les infirmières. Dévouées, compatissantes, maternelles, conformes à l'idée rassurante d'une éternelle nature féminine. Elles sont rares, les voix dissonantes. Dans la France en guerre, le pacifisme n'est pas une opinion, mais une trahison, passible de la peine de mort. Hélène Brion s'y risque. Je suis ennemie de la guerre parce que féministe. La guerre est le triomphe de la force brutale. Hélène Brion est une féministe radicale, complice des combats d'avant-guerre d'Hubertine Auclert et de Madeleine Pelletier. Institutrice en banlieue parisienne, elle est aussi militante à la CGT, qui prône une ligne pacifiste. Les morts par centaines de milliers, les orphelins et les veuves, les privations et la perte de valeur ont achevé de la convaincre. La guerre doit cesser. Rapport de police. Hélène Brion, institutrice à Pantin, femme de tenue négligée, hystérique de la parole et de la plume. Pour quelques tracts pacifistes, Hélène Brion est arrêtée, emprisonnée et jugée par un tribunal militaire. Les anciennes de la Fronde sont venues la soutenir.
elle fait de son procès une tribune féministe. Je comparais ici comme inculpée d'un délit politique. Or, je suis dépouillée de tout droit politique. Je proteste contre l'application que l'on me fait des lois que je n'ai ni voulues ni discutées. Hélène Brion n'écope que d'une peine avec sursis. Mais elle est radiée de l'éducation nationale. Elle va alors se consacrer à l'œuvre de toute sa vie, son encyclopédie féministe. Elle écrit à la main, compile articles et photographies. Olympe de Gouges, Flora Tristan, les femmes de 1848. Elle retrouve la trace des pionnières et consigne les exploits de ses contemporaines. Inlassablement, 50 ans durant, version après version, elle va reprendre son index. J'ai commis une lourde faute dans ce bouquin, en répertoriant les femmes au nom de leur mari ou de leur père. Je me suis aperçue bien vite que le seul nom qui soit personnel à la femme est son prénom. Hélène Brion sait bien que c'est aux femmes d'écrire leur histoire, de rappeler leurs combats, de revendiquer leur victoire. Le 11 novembre 1918, la Grande Guerre s'achève. 1,5 million de soldats sont morts. Une génération d'hommes sacrifiés, mutilés, défigurés. Une génération de femmes, orphelines, veuves, célibataires. Les rôles et la place des unes et des autres ont changé. Les Françaises sont-elles libres pour autant? Malgré les révolutions successives, malgré les coups d'éclat des féministes, le droit de vote leur échappe toujours. Et si elles peuvent désormais divorcer, elles sont encore, selon le Code civil, des mineures légales sous la coupe d'un père ou d'un mari. Celles qui avaient rejoint les usines sont sommées, après la victoire, de retrouver le chemin de leur foyer. Tant reste à conquérir aux femmes. Les féministes sont prêtes. Une nouvelle ère s'annonce.